Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h. Législative et municipale 2013, c'est la course contre la montre pour les différents candidats qui ont jusqu'à 0 heure pour déposer leur dossier de candidature auprès des différents démembrements d'Elections Cameroun. Eh bien, à 4 heures de la date butoir, nous allons vous faire vivre l'ambiance dans quelques antennes d'Elections Cameroun à Douala et à Yaoundé avec nos reporters. À Douala, un immeuble s'écroule et fait 2 morts. Le drame qui est donc survenu ce matin à la rue Mermoz, au quartier Aqua. Les victimes logeaient au premier niveau de ce bâtiment. Ces victimes n'ont pas pu être sauvées par les sapeurs-pompiers arrivés sur les lieux, mais qui ne disposaient pas d'un engin adéquat pour dégager les décombres. Et bien, suite aux effondrements à répétition des immeubles à Douala ou à Yaoundé, quelles sont les différentes phases de réalisation d'un projet de bâtiment? La question nous intéresse en deuxième partie de ce journal. Voilà pour les titres. Une fois de plus, bonsoir. Ouvrons cette édition d'information par ce drame survenu tôt ce matin dans la ville de Douala. C'est un immeuble de 6 niveaux en construction à la rue Mermoz au quartier Aqua qui s'est effondré en faisant donc 2 victimes, une femme enceinte et sa fille de 4 ans. Suite donc à ce drame, le préfet du département du Vouri, descendu sur les lieux du drame, s'est dit choqué par les constructions anarchiques que l'on observe dans la capitale économique du Cameroun. Les précisions avec Dallas Chana et Flotanko Bensi. Un immeuble de 6 niveaux en construction au sol. L'immeuble en question est en chantier depuis 2005. D'année en année, le propriétaire, un certain Noubissi, n'a cessé de le rallonger alors que, selon des témoins, la fondation en elle-même n'était pas solide. J'ai vu ça venir parce que quand mon voisin là, a commencé à faire sa fondation, il a fait une fondation de près d'1,5 mètre. Et quand je l'ai vu ajouter des étages à tous les coups, j'ai saisi le délégué du gouvernement par correspondance et par voie de mon avocat. Mais je vous dis, hein, 2-3 fois on a essayé, ils ne sont jamais passés. Et après, j'ai saisi le tribunal. Le président du tribunal de première instance est descendu sur le terrain. Il a fait arrêter les travaux. Il a été notifié de la décision d'arrêter les travaux. Mais malheureusement, il a continué. Le préfet du département du Vouri, descendu sur les lieux, s'est montré indigné quant à la construction anarchique du dit immeuble. C'est un problème qui demande à ce que les sanctions fortes soient prises à l'encontre de tous ces personnes qui veulent construire sans respecter les normes. Vous vous rappelez qu'il y a eu 2 morts au niveau de Ndokoti, dans une église, toujours à cause de l'effondrement. Les populations de leur côté dénoncent la récurrence des effondrements d'immeubles dans la capitale économique. Elles interpellent la responsabilité des autorités administratives. À ce sujet, le préfet promet des actions fortes dans les tout prochains jours. Nous préconisons de faire une brigade spéciale pour essayer de surveiller toutes les constructions qui vont se passer dans la ville, pour pouvoir éviter donc toujours arriver à ce stade. Un effondrement d'immeubles de trop dans la ville de Douala qui demande plus d'action que de simples discours. Eh bien, notons à la suite de Flortam Kobensi que les victimes, une femme enceinte et sa fille de 4 ans, ont été difficilement extraites des décombres. Le système de secours à Douala aura eu une fois de plus affiché ses limites. Eric Fernand Kwamo et Dallas Chana. Les restes d'une jeune femme de 28 ans, enceinte de 8 mois. Sa fille, âgée de 4 ans. Elles se sont couchées la veille. Elles sortent de leur maison enveloppées dans un drap blanc. La jeune femme enceinte et sa fille n'ont pas survécu à la puissance des décombres d'un immeuble de 6 niveaux qui s'est écroulé sur elles. Sur place, la scène est insupportable. Au-delà des pleurs, l'état inquiétant du chef de famille. Divine Junior a perdu ses forces et n'a eu la vie sauve que grâce à son boulot. Il a quitté la maison tard la nuit pour se rendre au travail. Le pire est arrivé. Sa femme,
enceinte, et sa fille ont péri. Et les portes du véhicule de secours des sapeurs-pompiers se referment derrière. Devant nous, l'image de la désolation. L'immeuble s'est effondré aux premières heures de la matinée à Douala, au premier champ du coq. Il aura fallu attendre 11 heures plus tard pour voir arriver cet engin. Un engin qui sert à traiter les ordures à Douala. La capitale économique du Cameroun n'en avait pas mieux. Les engins de la communauté urbaine de Douala se feront attendre en vain. Finalement, c'est celui de la société Isakam qui débarque. Des outils inadaptés relèvent des experts pour tenter de sauver des vies, mais trop tard. La mobilisation du corps des sapeurs-pompiers, des éléments de la police, de la gendarmerie n'auront pas servi à grand-chose. La jeune dame a été extraite, morte avec sa fille, sous le regard du préfet du département du Vouri, patron de la protection civile, impuissant devant les faits. Des faits qui se multiplient dans une ville où les autorités ne sont pas vierges de tout péché. Le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala, apprend-on, avait été saisi au sujet du danger que représentait cet immeuble. Cet homme était l'auteur de cette plainte. J'ai saisi le délégué du gouvernement par correspondance et par voie de mon avocat pour qu'il vienne voir. Bon, mon avocat m'a dit qu'il passerait, mais je vous dis, deux, trois fois on a essayé, ils ne sont jamais passés. Aujourd'hui, le patron de la communauté urbaine de Douala est spectateur du drame, comme ses populations. De quoi inspirer le préfet du département du Vouri. Nous préconisons de faire une brigade spéciale pour essayer de surveiller toutes les constructions qui vont se passer dans la ville. Ces promesses ont été entendues plus d'une fois à Douala, capitale économique du Cameroun. Cet immeuble situé au lieu de douche Aqua a déjà tué 2 personnes. Mais les travaux se poursuivent au nez et à la barbe de tous en attendant le prochain drame. Eh bien, je vous donne rendez-vous en deuxième partie de ce journal. Nous allons essayer de questionner les différentes phases de réalisation d'un projet de bâtiment, mais également leurs intervenants. Ça sera avec notre invité. Toujours dans le registre de l'insécurité, cette fois-ci à Yaoundé, un responsable d'établissement d'enseignement secondaire victime d'un braquage au quartier Emombo. Le sieur David Ndongo a reçu donc la visite des bandits armés. Ces hors-la-loi ont néanmoins réussi à prendre la poudre d'escampette malgré l'intervention des forces de sécurité. Le récit des faits avec Sal John et Marcelin Gansop. Il est 9h30. Ce mercredi 17 juillet, et un coup de feu vient de retentir, créant un vent de panique au sein de la population. Un coup de feu vient de retentir, la population est apeurée, c'est le sauve-qui-peut ici. Nous sommes au lieu dit garage japonais, à cheval entre les quartiers Kondengui et Emombo. Dans cette maison vient de se produire un braquage spectaculaire. Donc c'est-à-dire que les bandits étaient déjà à l'intérieur, on se disait que c'est une prise d'otage. On était donc obligé d'appeler le 117. C'est le domicile de Ndongo David, le proviseur du lycée mixte d'Akololinga. J'étais déjà au garage en train de commencer, j'avais déjà commencé le travail sur la voiture. C'est là où maman m'appelle et me dit cours vite à la maison, il paraît que les bandits sont arrivés à la maison. J'ai seulement vu un jeune gars qui a sauté comme ça là, un jeune gars. Je ne sais pas, puisque j'avais tellement la crainte, j'avais peur. Alertés, une trentaine de policiers et gendarmes ont investi les lieux. Les uns en tenue, d'autres en civil, armés jusqu'aux dents. Il y a eu un premier coup de feu. Ce premier coup de feu a fait que les gens, on ne savait pas d'où le coup de feu sortait. Pendant plus d'une heure, ils ont passé la maison et ses environs au peigne fin. Sans résultat, les braqueurs avaient déjà eu le temps de s'évanouir dans la nature. La victime, qui a opté pour le silence, a également interdit l'entrée des reporters à son domicile. Impossible donc d'évaluer les dégâts ainsi que le bilan de ce braquage digne d'un film d'action. Passé là ces moments de frayeur vécus à Yaoundé et à Douala, ce jour pour parler cette fois-ci de la politique et plus précisément des législatives et municipales 2013, plus que quelques heures, et ça sera donc la date de fermeture. Notons qu'aucun dossier de candidature n'était encore enregistré. Il était 13 heures à l'agence de l'ECAM pour le Vouri. À quelques heures donc de la fermeture du dépôt des dossiers, les responsables de l'échange Cameroun
pour le département du Vouri ont confié à nos reporters être fin prêts pour la réception des dossiers jusqu'à minuit. Pour les 9 sièges de députés dans le Vouri, 33 attestations d'inscription sur les listes électorales ont déjà été retirées à l'agence d'Elections Cameroun. Je vous propose à présent de suivre la réaction de Emmanuel Kwat Dika. Il est le délégué départemental d'Elections Cameroun pour le Vouri. Jusqu'à présent, aucun dossier n'a été déposé, mais nous ne sommes pas inquiets. Nous savons que les partis politiques procèdent aux dernières vérifications et c'est tout à leur avantage, hein. Et donc nous sommes ouverts jusqu'à minuit. Et lorsque nous recevons un dossier de candidature, nous procédons au pointage rapidement avec le mandataire du parti politique. Puis en off, nous procédons à l'analyse et puis dans la même journée, nous envoyons les dossiers au niveau de la délégation régionale. Quand je dis dans la même journée, c'est en comptant sur le fait que même les dossiers que nous aurons reçus à 23h55, comme nous sommes là jusqu'au petit matin, quand nous avons fini, nous les transmettons à la délégation régionale où il y a là aussi une permanence. Voilà, vous l'avez donc suivi, le délégué départemental d'Elections Cameroun pour le Vouri qui mentionnait donc il était 13h qu'aucun dossier n'était encore déposé. Alors nous allons essayer de savoir ce qu'il en est à moins de 4 heures seulement de la date butoir en essayant de rentrer en contact avec notre reporter qui se trouve à l'antenne communale de Douala 2e. C'est ici dans la capitale économique. Jean-Paul Chouniat, bonsoir. Alors Jean-Paul Chouniat, vous étiez déjà sur le terrain à ce jour à 13h et vous avez fait mention d'aucun dossier déposé. Alors qu'est-ce qu'il en est? Quelle est la situation à l'antenne de Douala 2e? Je suppose qu'on a déjà quand même enregistré quelques dépôts de dossiers. Ah oui, détrompez-vous, Étienne Pascal, dans tous les cas, depuis 17h30 que nous sommes postés ici à la finale de l'étape de Douala 2e, pas l'ombre d'un seul candidat n'est jusqu'ici aperçu. Le registre d'ailleurs ouvert à ceux qui reste encore vierge, aucun dossier de candidature signalé. C'est bien, dans les bureaux de l'État, nous faisons bondir de monde dans la journée pour le retrait des cartes d'électeurs. L'espace est plutôt désert, Quand joue un éventuel postulant se pointerait ici avec son dossier complet. Le chef d'antenne de l'État de la 2e, Zachary Mohamed, doit d'ailleurs déjà placer sur sa table les outils et les différents instruments d'analyse pour conformité des dossiers qui pourraient arriver ici. On a même vu une dame venir signer son attestation d'inscription sur les listes électorales dans le cours de 18h45 minutes. Donc d'aucuns s'étonnent si les partis politiques, à savoir le RDPC, le NDP ou même le SDF, se sont passés le mot pour traîner le pas à moins de 4 heures de la clôture du dépôt des dossiers de candidature. Et puis le deuxième élément marquant ici qui signale que ce 17 juillet n'est pas un jour ordinaire comme les autres, c'est la présence des forces de l'ordre, policiers et militaires, pour veiller au grain en cas de toute situation, à même de perturber le déroulement des dépôts des dossiers de candidature que l'on continue d'attendre. Voilà, Étienne Pascal, à l'ambiance ici, à l'antenne de l'ECAM, de Douala 2e. Merci Jean-Paul Chouniat pour ces précisions. Donc, pour ce qui est donc de l'antenne communale de Douala 2e. Nous restons dans le département du Vouri, toujours en rapport à ces législatives et municipales 2013. Eh ben, c'est pas la grande sérénité dans les rangs du Social Democratic Front, notamment pour ce qui est de la circonscription de Vouri Centre, où des voix s'élèvent pour fustiger l'investiture du vice-président national, Joshua aussi. Séverin Touban et Serge Alaotou. La première force de l'opposition camerounaise serait-elle en train de voler en éclats dans la circonscription Vouri Centre et Manoka? Le Social Democratic Front, dans ce démembrement, ne s'est toujours pas remis de ce que certains de ses militants qualifient de parodie de primaire. Pour le dire, le docteur Léolin Diakwa, un des pionniers du parti dans la région du littoral, supporte mal le parachutage de Joshua aussi. Le premier vice-président du parti, Joshua aussi, s'est présenté aux élections sénatoriales il y a quelques mois, était battu. Pourquoi il ne s'est pas représenté là-bas pour relever le défi? Une situation similaire prévaut dans la circonscription Vouri-Ouest. Bruno Eyomboine et quelques autres militants venus assister à cette conférence de presse
n'ont pas manqué à leur tour de marquer leur désaccord sur le processus de désignation des plénipotentiaires SDF au municipal du 30 septembre. Ce capitaine de l'armée à la retraite, vice-président régional SDF Littoral et militant, n'arrive toujours pas à digérer que son nom est mystérieusement disparu de la liste des municipales. Point de mystère pour lui sur l'auteur. Tout ce qu'on veut à Douala 4, c'est des vagues comme je te pousse. Il faut être ami au président de la circonscription électorale. C'est lui qui fait la pluie et le beau temps. Et il bénéficie de l'onction du président national. Dans une correspondance adressée au chairman Ni John Fundi, ces militants considérés comme frondeurs par certains cadres du parti lui demandent d'écouter et surtout d'associer la base dans la préparation des prochaines élections. Face au blocage, tout laisse croire que ces militants seront face à un dilemme le 30 septembre prochain. Je ne comprends pas que le président Fundi soit battu au nord-ouest. C'est déjà une sanction. Est-ce que l'écho va se répéter pour que la sanction continue et pour que les gens se rendent compte qu'il faut une refondation du parti? Je n'en sais rien du tout. Nous non plus. Tout comme nous ne savons pas pourquoi Joshua aussi, le premier vice-président du Social Democratic Front, que nous avons joint au téléphone, a refusé de s'exprimer sur la question. Notons que les primaires dans le Vouri-Est, dans Vouri-Centre, pour ce qui est du Social Democratic Front, avaient pourtant été validées lors de la dernière rencontre du NEC, c'était à Bamenda. Et il y aura, le SDF sera bel et bien sur les starting blocks dans le Vouri-Est. Vouri-Est qui correspond à l'arrondissement de Douala 5e, d'où nous tentons de joindre notre reporter, Cédric Noufélé, qui devrait en principe se trouver à l'antenne communale d'Elections Cameroun de Douala 5e. Cédric, bonsoir. Bonsoir, c'est Pascal. Alors, de ce côté, est-ce qu'on a déjà pu enregistrer quelques dossiers du côté de l'antenne de Douala 5e? Qu'est-ce qu'il en est? Aucun dossier de candidature n'est encore parvenu sur la table de l'antenne communale de l'ECAM de Douala 5e. Maurice Ndjoubissi, le chef de cette antenne, pense que les différents mandataires arriveront au compte-gouttes dans les toutes prochaines heures. La dizaine de ses collaborateurs vivent certainement le jour le plus long dans le cadre de ces consultations électorales du 30 septembre 2013. Le chef de l'antenne communale de l'ECAM affirme que tous ses collaborateurs sont fin prêts pour recevoir les mandataires et les candidats et des différentes formations politiques qui souhaitent concourir dans cette circonscription électorale. Il précise qu'il a distribué plus de 900 attestations d'inscription sur le nouveau fichier électoral. Cependant, les dossiers de candidats de quelques 5 partis politiques sont attendus ici. Selon certaines indiscrétions, le RDPC, le SDF, le PADEC de Jean de Dieu Momo, le MRC de Maurice Kamto, l'UPC et l'UNDP sont les forces en présence pour les municipales 2013 à Douala 5e. Tout un dispositif a également été prévu pour réceptionner les 3 exemplaires de dossiers de candidature. Selon le chef de cette antenne et l'ECAM, un document de décompte manuel des pièces administratives a été mis à la disposition des agents et l'ECAM. Après décharge, un récépissé de dépôt de candidature remis aux mandataires. Cette opération doit se dérouler sous l'œil vigilant des militaires. Nous avons en aperçu un, mais le chef d'antenne de l'ECAM à Douala 5e fait savoir qu'ils sont 3 militaires qui montent la garde toutes les nuits. En ce temps, des militants de certains partis politiques déambulent autour du siège communal de l'ECAM pour espérer voir le premier mandataire d'un parti politique en lice pour sa législative dans l'arrondissement de Douala 5e. En direct de l'antenne communale de l'ECAM de Douala 5e, Cédric Noufélé. Merci Cédric Noufélé pour ce point. Vous savez donc pour ce qui est donc des dépôts, des dossiers de candidature pour l'antenne communale de Douala 5e. On disait il y a quelques instants que ce n'était pas la grande sérénité dans les rangs du Social Democratic Front. Eh bien, c'est la même impression que l'on a dans les rangs du Rassemblement démocratique du peuple camerounais pour ce qui est du département de l'Océan à Kribi, où agression et footballisme sont au menu des batailles à quelques heures seulement de la date butoir des dépôts des dossiers de candidature. Les précisions avec Joseph Abenabena. Les investitures dans le parti RDPC se déroulent à Kribi avec des enjeux considérables. C'est une véritable bataille pour le contrôle des 2 communes, berceau des grandes réalisations. Si le verdict appartient au comité central, les coups bas et les bavures politiques semblent des armes efficaces
pour faucher l'adversaire. Cette dame postulait dans le conseil de Kribi 2e. Elle s'est vue agressée tard dans la nuit alors qu'elle sortait d'une concertation dans son quartier général. Je ne sais pas sûrement, j'ai été suivie par des gens. Je ne peux pas savoir exactement leur âge. Connaître l'âge qu'ils avaient exactement. J'ai été suivie, moi-même j'ai senti ça. Justement, j'ai reçu un coup à la nuque là, je suis tombée par le champ. À côté des intimidations de tous ordres, certains trouvent un malin plaisir de voler les dossiers de leurs challengers. Ces dossiers dont la constitution restait encore problématique pour certains candidats. C'est d'ailleurs à ce sujet que les honorables membres de l'ECAM de la région du Sud se sont retrouvés ici dans la salle des fêtes de Kribi. Cette concertation a donné lieu à un échange entre les potentiels candidats du double scrutin du 30 septembre prochain et les acteurs du processus électoral. Nous sommes d'abord venus dire aux partis politiques comment constituer les dossiers. Quelles sont les fautes récurrentes qu'on rencontre souvent et quoi faire pour éviter ces erreurs-là. Au sortir des travaux, certains candidats grincent déjà les dents avant même le verdict de l'ECAM. Ils se sont bien rendus compte des erreurs commises et la sanction qui les attend. Alors, nous allons clôturer cette ronde en nous rendant à Yaoundé, à la Direction générale d'Elections Cameroun, où se trouve notre reporter Yannick Mbazoua. Yannick, bonsoir. Bonsoir, Étienne. Oui, Yannick Mbazoua, aux dernières nouvelles, tu nous faisais état de ce que la MEC de Joachim Tabi Owono et le PAP de Ayapol s'étaient déjà manifestés. Est-ce qu'il y aurait eu, au-delà de ces deux partis, d'autres candidatures qui se soient manifestées du côté de la Direction générale d'Elections Cameroun à Yaoundé? Alors, après ces dernières informations, Étienne, notons d'entrée de jeu que le mouvement citoyen ne participera pas aux prochaines élections municipales et législatives. Et pour cause, le parti de Imge Moyo n'a pas pu payer la caution exigible. Arrivé au siège il y a quelques heures, Imge Moyo s'est retrouvé devant les portes fermées de la trésorerie d'Elections Cameroun. Justifiant son retard, il a indexé les multiples difficultés auxquelles ont été confrontés ces candidats depuis la convocation du corps électoral. En dehors de ce cas, 3 formations politiques ont déjà déposé leur candidature ici au siège d'Elections Cameroun. Il s'agit de l'Action pour la méritocratie et l'égalité des chances de Joachim Tabi Owono, du People Action Party de Ayapol et le Congrès national camerounais de Longtou Marcus. Le parti de Joachim Tabi Owono comptera seulement compétira seulement dans le département d'Union-Esso. Ayapol compte présenter 12 élites et de ces 12 élites, 5 sont déjà entre les mains d'Elections Cameroun. Les 7 autres restent attendus. Signalons aussi, Étienne, que Ayapol sera candidat dans le département de la Manu. Quant à Longtou Marcus, il a 3 listes et parmi ces 3 listes, il sera bien évidemment candidat. Précisons tout aussi que toutes ces listes comptent uniquement pour les législatives. Les candidatures restent toujours attendues ici au siège de l'Elections Cameroun. Bonne nuit à vous, Yannick Mbazoua, et merci pour ces informations. Au terme donc de cette ronde effectuée notamment à Yaoundé et à Douala, nous pouvons conclure en disant que la nuit sera très longue dans les différents démembrements d'Elections Cameroun, puisque la date de butoir est prévue à minuit. Le syndicat des transporteurs, des conducteurs de mototaxis et d'autres acteurs du secteur informel attire l'attention des leaders politiques sur leurs mauvaises conditions de vie. Ils comptent interpeller les candidats au double scrutin du 30 septembre prochain qui vont bientôt solliciter leur suffrage à travers un projet moto citoyen. Marcelin Gansop.
Voilà, nous n'allons pas ce reportage de Marcelin Gansop, ce qui nous amène maintenant à parler du développement du secteur agricole avec le gouvernement qui veut investir 10% de son budget. Le document qui consacre cet engagement a été paraphé ce jour à Yaoundé. C'était en présence d'une dizaine de membres du gouvernement, mais également du Premier ministre Philémon Yang. Marcelin Gansop, le compte rendu. En se séparant à Maputo en 2003, les chefs d'État avaient pris l'engagement de consacrer au moins 10% de leur budget national au développement du secteur agricole. 10 ans après, la matérialisation de cet engagement évolue au pas de tortue. Le Cameroun effleure à peine les 4% du budget national annuel consacré à l'investissement agricole. C'est dire qu'il y a encore des efforts à faire pour donner un sens au programme détaillé de développement de l'agriculture africaine. C'est-à-dire que chaque fois qu'on a 100 francs à investir au Cameroun, il faut que 10 francs soient destinés à l'agriculture. Donc nous aurons une industrie du manioc, une industrie de la tomate, du maïs, de la viande de bœuf, du porc, du poisson. En signant ce pacte, le gouvernement, conduit par le Premier ministre Philémon Yang, prend l'engagement d'appuyer sur l'accélérateur afin de donner au secteur agricole les moyens de booster l'économie nationale et par ricochet d'améliorer les conditions de vie des populations. Aujourd'hui, nous avons donné le droit aux équipes de toutes les administrations pour se mettre au travail pour que d'ici le 31 décembre 2013, nous ayons sur la table du chef de l'État le programme national d'investissement agricole. On le sait, le secteur agricole est l'un, sinon le principal pilier sur lequel repose l'émergence économique du Cameroun. Infanticide dans la région de l'extrême nord Cameroun, c'est un nouveau-né qui a été retrouvé mort dans un bac à ordures. Le récit des faits avec Amadou Daïrou et Viviane Kamoua. C'est dans cette poubelle qu'une mère a choisi d'abandonner le fruit de ses entrailles. Une vision qui provoque horreur et stupéfaction chez les habitants de Marois. Des sources rapportent que le bébé était encore vivant au moment de la découverte. Petite fille de ma voisine. Elle avait un bébé dans la poubelle. Un bébé jeté avec Descendu sur le lieu, la police et les sapeurs-pompiers ont ouvert une enquête. L'examen préliminaire révèle que le nouveau-né a été poignardé à plusieurs reprises avant d'être abandonné. Notons que toutes les femmes en âge de procréer habitant les environs ont été interpellées par le procureur pour besoin d'enquête. Eh bien, c'est la fin de la première partie de ce journal. Après la transition, nous allons parler du phénomène des effondrements des immeubles, notamment à Douala et même à Yaoundé, pour essayer un peu de comprendre la cause. C'est à tout de suite. Un architecte nous accompagne en deuxième partie de ce journal. Il s'agit de Germaine Ngamanga. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez certainement suivi avec nous cette actualité qui a défrayé la chronique ce matin dans la ville de Douala. Un immeuble en construction de 6 niveaux qui s'effondre, faisant au passage 2 victimes. Alors, pour vous, qu'est-ce qui peut être à l'origine d'un tel drame? Bonsoir. Je vous remercie de m'avoir d'abord invité. Le drame que nous vivons tous aujourd'hui est dû parfois à la construction anarchique de nos ouvrages. On est parfois en présence d'un manque de suivi des travaux, d'un manque d'études techniques et parfois le détournement des matériaux. Donc, et très souvent, un manque de technicité au niveau de la mise en œuvre et des compétences. Alors, pour être beaucoup plus précis, parce qu'il faudrait bien qu'on comprenne d'où peut partir la cause, quelles sont les différentes phases de réalisation d'un projet de bâtiment, par exemple?
pour réaliser un projet, d'abord, il faut s'acquérir un terrain. Il faut avoir un terrain, il faut le sécuriser. Et une fois qu'on a pu sécuriser son terrain via le notaire, on peut maintenant se rendre vers un architecte pour pouvoir mener son étude à bien. L'architecte va vous proposer, va vous conseiller et vous aider à réaliser des études techniques pour que les normes de l'art soient respectées. Donc, c'est un peu ça. Et à quel niveau est-ce que intervient l'architecte? L'architecte intervient à quel niveau dans les 3 phases que sont la conception, la construction et la réception? L'architecte intervient d'abord dans le choix du terrain. Dans le choix du terrain. Et après ça, il assiste le maître d'ouvrage dans la conception, la mise en forme en fait de son ouvrage. Et il vous assiste techniquement et administrativement, il vous aide à pouvoir réaliser le dossier administratif afin de pouvoir obtenir le permis de bâtir. Maintenant, lors de la réalisation, l'architecte se doit aussi d'être sur le terrain pour pouvoir veiller à ce que son ouvrage soit réalisé et que les normes soient respectées. Alors, en matière de normes, vous, quand vous avez par exemple un cas comme celui qu'on a vécu ce matin, le terrain semblait assez stable. Il y a eu les travaux jusqu'au 6e niveau. Et comment est-ce que l'architecte s'arrête seulement au niveau de la conception? Vous vérifiez comment est-ce que se passe là-bas? Il y a d'abord une étude du sol qu'il a lieu de faire. Parce qu'on ne met pas un ouvrage n'importe où. C'est pourquoi je parlais du choix du terrain. Il y a l'étude du sol qui doit être faite. Il y a maintenant des études au préalable par rapport au calcul de la structure. L'architecte dessine la forme et après avoir mis des formes en place, va vers un ingénieur pour pouvoir calculer la structure. Et à base de ce calcul-là, on obtient le calibrage en fait des matériaux, le dosage des matériaux, et ça permet avec le contrôle sur le chantier de pouvoir avoir des ouvrages qui peuvent tenir et être et sécuriser le maître d'ouvrage. Voilà, maintenant on aimerait savoir, est-ce que les prescriptions de construction telles que vous venez de les décrire là, sont les mêmes pour tout type de bâtiment? On peut avoir ces prescriptions-là de manière générale, hein, mais la différence va se situer au niveau de la taille de l'ouvrage. Suivant la taille de l'ouvrage, on peut avoir la différence sur le calibrage. Le fer qu'on va utiliser, par exemple, pour construire une maison individuelle, n'est pas le même fer qu'on va construire pour une maison de 1 niveau, de 2 niveaux, et tout cela, c'est d'après le calcul de la structure de l'ingénieur. Alors, quel matériel, par exemple, est-ce qu'il fallait qu'on utilise pour le cas de cet immeuble de 6 niveaux, par exemple? Le cas de ce problème, en fait, ne réside pas sur le choix, à mon avis, de la qualité du matériel. En fait, c'est parfois dû au détournement des matériaux. Donc, sur les chantiers, on se trouve en face de certains entrepreneurs qui vont jusqu'à détourner les matériaux et ne respectent pas le dosage qui a été prescrit pour la réalisation de cet ouvrage. Quelquefois, c'est dû aussi à une mauvaise appréciation de l'étude. Donc, parfois, les calculs ne sont pas souvent corrects et il faut prendre une sécurité en associant un bureau d'études qui va veiller au contrôle de la réalisation, au contrôle du calibrage, au contrôle du dosage et au contrôle des quantités
des fers ou des différents matériaux qu'il faut appliquer à la réalisation. Est-ce qu'un incident, parce que c'est lui qui nous sert quand même de prétexte pour la deuxième partie de ce journal, est-ce que le prétexte de l'humidité pourrait être par exemple à la cause d'un tel sinistre? Quand on parle d'humidité, je crois qu'il faut faire beaucoup plus appel à la mauvaise réalisation. Nous manquons beaucoup, nos techniciens ici manquent de technicité. Parce qu'il s'est retrouvé dans un chantier et il a peut-être eu à participer à la réalisation d'une maison individuelle qu'il va se permettre de réaliser un immeuble. Réaliser un R+1, une maison individuelle n'est pas la même chose que réaliser un ouvrage de 5 étages ou de 6 étages. Donc très souvent, c'est l'étude. Il faut tenir compte de toutes les études qui ont été menées au préalable, à savoir l'étude du sol, la réalisation, l'implantation, c'est très important, parce que par rapport au choix, au terrain qu'on a en face, il y a un certain dosage, il y a une certaine mise en œuvre qu'il faut pour que l'ouvrage soit bien assis. Alors, vous avez cité là beaucoup plus des éléments techniques qui rentrent dans le processus de mise sur pied d'un bâtiment. Et l'administration intervient à quel niveau? L'administration intervient après l'étude de l'architecte et puis de l'ingénieur. Il faut au préalable avoir un permis de bâtir, dont l'architecte introduit le dossier à la communauté urbaine qui délivre normalement l'autorisation de bâtir. Sans cette autorisation, on ne peut pas réaliser l'ouvrage. Et dans le dossier du permis de bâtir, il y a des documents qu'il faut joindre. Donc, toutes les études qui ont été menées, à savoir les plans architecturaux, le calcul de structure de l'ingénieur, il y a le plan de masse qu'on prend au cadastre, et il y a le certificat d'urbanisme et toutes les autres études qui viennent s'agrafer à cette étude. Alors, quand l'architecte conçoit un plan d'un bâtiment, est-ce que pour ce qui est est-ce que les mesures de sécurité pour le secteur, la limite, la superficie environnante, est-ce que ces mesures de sécurité sont les mêmes, par exemple, pour une simple maison? Parce que ce qu'on a le plus souvent observé, comme dans une ville comme Douala, on voit un immeuble qui monte au milieu des maisons d'habitation. Comment est-ce que ça se passe? Est-ce qu'on peut obtenir un permis de bâtir pour une maison simple et on se retrouve à élever On a souvent vu, c'est justement pourquoi je tire un peu sur le pouvoir, sur l'administration. Pourquoi? Parce que très souvent, on a vu des gens déposer un dossier de permis de bâtir pour une villa ou d'un R+1. Et lors de la réalisation, une fois qu'il a obtenu que la personne a obtenu l'autorisation de commencer les travaux, cette étude-là, cet ouvrage-là se transforme et au lieu d'un R+1, comme il a été demandé à la communauté urbaine, on se retrouve en train de réaliser un R+5, un R+10. Et si l'État faisait son travail, c'est-à-dire descendait sur le terrain pour voir, pour contrôler ce qui se passe en fait, je crois qu'on éviterait quand même pas mal de situations. Il ne revient pas peut-être parfois à un architecte tel qu'il a conçu une maison simple et que quand il passe 2 ou 3 semaines, il se rend compte qu'on est en train d'élever un niveau. Quelle serait la réaction de l'architecte à ce niveau? L'architecte très souvent est déçu. Je vais vous dire, quand on vient vers un architecte, on réalise, on vient pour un certain projet, mais après, le maître d'ouvrage, qui est la personne concernée et sur qui il faut aussi tirer, détourne le projet de l'architecte et le transforme par rapport... Il devient en fait lui-même l'architecte et trouve qu'il peut faire mieux que l'architecte. Très souvent, l'architecte n'est pas au courant de ces modifications et c'est un peu dommage. Voilà. C'est pourquoi... Ok, merci Germaine Ngamanga. Il faut rappeler que vous êtes architecte et nous devons noter que
l'administration doit jouer le regard, doit être vigilant pour tous ces infrastructures, pour tous ces bâtiments qui poussent notamment dans les grandes métropoles. Merci d'avoir répondu à cette invitation. Merci. Mesdames, Messieurs, merci également d'avoir été avec nous tout au long de cette édition d'information. Toute l'équipe de production vous dit merci, tout en vous donnant rendez-vous demain à la même heure.